Bonjour. Bonjour. Hola. Konnichiwa. Xin chào. Sawadika. Abagabar. Bienvenue à toutes et à tous dans le courrier des auditeurs qui est présenté aujourd'hui par Lisa Dufaux et Sassa. Bonjour. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par vous rappeler ce que vous attendez tous, c'est-à-dire les questions de nos concours. Alors, comme vous le savez, il y a 2 concours, un concours mensuel et un concours trimestriel. Alors, le concours mensuel du mois de décembre, je vais en parler parce que ça concerne une interview en plusieurs parties que j'avais fait de Aurélien Rosanino sur son livre 80 mots de Taïwan. Donc, ce qu'on vous demande, c'est pas forcément de chercher ces mots à lui, mais on voudrait bien savoir, de votre point de vue, quels sont les 5 mots qui représentent le plus Taïwan, à votre avis, ou alors auxquels vous pensez quand on parle de Taïwan, et pourquoi. Intéressant. Donc, voilà, il faut aussi nous dire pourquoi quand même. Oui, s'il vous plaît. Oui, pour qu'on sache. Et puis, Justifiez votre réponse, comme on dit dans les contrôles. ça serait intéressant pour nous un petit peu de savoir qu'est-ce qui vous intéresse le plus à Taïwan ou qu'est-ce qui vous a marqué. Et puis, si jamais vous n'avez pas d'idée, vous pouvez toujours chercher sur notre site internet, par exemple en fonction des émissions que vous avez le plus aimées. Voilà, ça peut être... c'est vraiment assez... facile, c'est sympa ce mois-ci pour la fin de l'année. Alors, pour le concours trimestriel... Alors, je vais vous le rappeler. Il s'agit de nous dire le nom d'au moins 2 pièces du Musée national du Palais qui sont exposées, ou plutôt qui ont été exposées, je crois, en République tchèque. Voilà, c'est quelque chose dont on a parlé ces derniers mois et une expo quand même assez impressionnante parce que les œuvres du Musée national du Palais taïwanais sortent rarement. Et donc là, c'était une exposition exceptionnelle en Europe. Et il y aura 5 gagnants qui pourront peut-être remporter une paire de tongs qui marchent toutes seules. Du coup, j'ai oublié de vous dire quels seraient les cadeaux. Donc, pour les heureux gagnants du concours mensuel de décembre, les cadeaux, ce sera 5 porte-monnaies en forme de fruits. Voilà. Okay. Pour commencer l'année avec des vitamines. Et j'en profite pour saluer quelques auditeurs qui nous ont écrit avant de passer aux questions. On salue notamment Farid Boumechal d'Algérie ou encore Nagmouchi Noiri qui nous a fêté de bonnes fêtes de Noël. Bonne fête à vous également. Salut également à Daniel Villon, à Philippe Marsan qui nous écrit de Biganos en France, René Grondin qui nous écrit de l'île de la Réunion avec photo à l'appui, et Shivendu Paul de Murshidabad en Inde, du Murshidabad Radio Listeners Family, et Jean-Michel Aubier qui nous écrit de Arcé en France. On peut aussi penser à Emmanuel Nicodème, Thomas Beck de Bolène, André Bio, John Fochman qui nous écrit du Bihar en Inde, Raphaël Voidis et Abdul Maman du Bangladesh, ainsi que Alain Carlier de Biolay en France. Et sans oublier Jacques Augustin, c'est vrai que parfois on ne le cite pas forcément pour les rapports d'écoute parce qu'on répond à ses questions. Alors, mais en fait, c'est vrai qu'il nous envoie également des rapports d'écoute et on le remercie. Et je voudrais signaler tout particulièrement un rapport d'écoute et un email qu'on a reçu de Christian Guibaudo qui nous a raconté que lors d'un de ses séjours à Milan, en Italie, il était dans la boutique de souvenirs des prochains Jeux d'hiver et il a rencontré 3 Taïwanais. Et du coup, comment il les a rencontrés ? C'est parce qu'ils portaient le sac... la sacoche de RTI, wow. Qu'on lui avait offert lors de son passage à la radio. Et les Taïwanais ont dit « C'est quoi ça comment vous avez reçu ça ?» Et donc, ils sont liés d'amitié. Excellent. Et donc, ces Taïwanais ont dit qu'ils étaient intéressés par les Jeux d'hiver et ils se réjouissent de la présence de Taïwan qui sera sous le nom de Taipei chinois, comme souvent dans les compétitions sportives. Et on espère que Taïwan aura des médailles, donc on vous tiendra au courant prochainement. Et alors, on va passer tout de suite aux questions. Une première question de Siddhartha Bhattacharjee qui nous demande « Est-ce que Taïwan célèbre le mois de sensibilisation contre le cancer du sein et combien de personnes sont touchées par cette maladie à Taïwan ?
Alors, en fait, le mois de la sensibilisation au cancer du sein, c'est une campagne internationale annuelle qui a été lancée en 1985 dans le cadre d'un partenariat entre la American Cancer Society et la division pharmaceutique de Imperial Chemical Industries, qui fait aujourd'hui partie de AstraZeneca, qu'on connaît mieux aujourd'hui après le Covid, et qui produit donc plusieurs médicaments contre le cancer du sein. Donc cette campagne commence le 1er octobre et se termine le 31 octobre de chaque année. Donc ça fait déjà un mois que c'est fini, mais c'est pas grave, on peut quand même en parler. Et vise donc à sensibiliser au sujet du cancer du sein, promouvoir les dépistages précoces et aussi les traitements plus précoces pour augmenter les chances de survie des patientes, notamment à travers la promotion de la mammographie. Et à Taïwan aussi, ce mois de la sensibilisation est observé en octobre. Donc on peut voir des personnalités publiques porter ce fameux petit ruban rose sur leurs habits pour attirer l'attention sur cette maladie et encourager les dépistages. Selon les statistiques de 2021 sur le cancer du Bureau de la promotion de la santé et les chiffres de 2023 du ministère de la Santé de Taïwan, le cancer du sein est le cancer le plus courant et la seconde cause de décès chez les femmes taïwanaises. Et ce sont les femmes âgées entre 45 et 69 ans qui ont le risque le plus élevé de développer un cancer du sein. Et 34,5% des femmes âgées entre 45 et 70 ans n'ont jamais fait de mammographie. Donc effectivement, il y a encore du travail de sensibilisation à faire. Et il faut savoir qu'à Taïwan, le Bureau de promotion de la santé conseille pourtant une mammographie tous les 2 ans pour les femmes de 45 à 70 ans, ou pour celles âgées de 40 à 45 ans qui ont des antécédents familiaux, c'est-à-dire des sœurs, des filles, des mères ou des grands-mères qui ont déjà eu le cancer du sein. Mais avec des patientes diagnostiquées de plus en plus jeunes, le bureau a commencé cette année à assouplir les conditions d'âge pour la mammographie. Donc, ce sont désormais les femmes de 40 à 75 ans qui sont encouragées à en faire une. Et donc, c'est remboursé par la sécurité sociale à Taïwan dans une limite de je ne sais plus combien, mais bon, on peut pas en faire tous les 2 ans, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Et si on est dans les critères d'âge. Et en 2023, 923 000 femmes taïwanaises ont fait une mammographie et 5 392 cancers du sein ont ainsi pu être détectés, ce qui signifie un cancer diagnostiqué pour 169 femmes testées. Et dans 59,7% des cas, le cancer était encore à un stade 0 ou 1, ce qui doit donc encourager les femmes à aller se faire dépister puisque les dépistages précoces augmentent considérablement le succès des traitements. Et en effet, toujours selon le bureau, le pronostic est très favorable pour les cancers détectés et traités de manière précoce avec un taux de survie de 90% dans les 5 ans suivant le diagnostic. Et sinon, en matière de sensibilisation, il y a aussi des associations avec notamment la Taiwan Breast Cancer Foundation qui a été fondée en 1997 par 2 docteurs taïwanais à une époque où les traitements et les soins contre le cancer du sein n'étaient pas du tout aussi développés qu'aujourd'hui et où les ressources hospitalières à Taïwan n'étaient pas du tout les mêmes non plus. Et donc cette fondation, avec d'autres associations et aussi les autorités taïwanaises, ont coopéré pour mettre en place des stratégies de prévention et de dépistage massif pour soutenir la recherche sur le cancer, mais aussi pour informer les patients et pour améliorer les soins. Et il y avait aussi la partie formation, notamment la formation du personnel infirmier pour établir un pont entre les patients et les docteurs. Sinon, dans les activités de sensibilisation, il y a toutes sortes d'événements et notamment des courses à pied organisées en coopération avec des marques, donc des marques de sport ou encore la course, par exemple, la course dite Pink Run de Marie-Claire Taïwan, qui en était cette année à sa 11e édition et qui vise à sensibiliser contre le cancer du sein. Merci pour ces informations et pour la question de Siddhartha Bhattacharjee, qu'on salue. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on passe à une question qui n'a rien à voir et qui ne vient pas de la même partie du monde. C'est Émile Christian qui nous écrit depuis Madrid et qui a remarqué que dans cette région, il y a plusieurs galeries d'art contemporain qui se sont regroupées dans une association appelée Contemporanea. Et leur objectif, c'est de rendre l'art contemporain plus accessible et d'en finir avec cette image des galeries vues comme des lieux où les œuvres d'art sont hors de prix.
Alors, il trouve que c'est une démarche intéressante et il voudrait savoir si à Taïwan, il y a des initiatives semblables qui visent à rompre avec l'image de prix inaccessibles dans les galeries. Tu veux dire les galeries d'art D'art contemporain. Où on peut aller acheter des œuvres ou alors des musées d'art? Des galeries, parce que dans les musées, tu peux pas acheter d'œuvres. D'accord, c'était pour préciser. Il nous pose quand même la question un peu plus vaste, puisqu'il ajoute comment les institutions ou les associations encouragent-elles la population à franchir la porte d'une galerie, à visiter une exposition, bon, c'est pas forcément du coup une galerie, ou même à acheter une œuvre sans crainte. Y a-t-il une politique publique ou un soutien particulier aux artistes émergents ? Enfin, pourriez-vous partager quelques exemples concrets de projets à Taïwan qui rapprochent l'art contemporain de la vie quotidienne ? Donc vraiment, beaucoup de sujets. Alors, je commence par, existe-t-il des initiatives semblables à Taïwan qui visent à rompre avec l'image de prix inaccessibles dans les galeries ? Alors, je dois quand même commencer par dire que c'est vrai que dans les galeries à Taïwan, ça reste très cher, pour des raisons qui sont assez structurelles, notamment le fait que les artistes ne vendent pas leurs œuvres en général comme des petits pains tous les jours, quoi. C'est-à-dire qu'ils vendent une fois tous les mois ou toutes les semaines une œuvre d'art. Ça représente un certain temps de création, beaucoup de réflexion aussi, parfois l'achat de matériaux. À cela s'ajoute, quand ils vendent dans une galerie, les frais de commission pour la galerie qui permet à la galerie de survivre. Donc, c'est vrai que du coup, ça rend souvent les œuvres d'art contemporaines assez chères. Et d'ailleurs, à Taïwan, je vois souvent des galeries d'art contemporain vides, sauf le jour du vernissage. Mais en réalité, c'est pas forcément un gros problème pour les galeristes parce que c'est pas la quantité de monde qui importe, c'est est-ce que parmi les gens qui viennent, il y a des collectionneurs. Oui. Mais je comprends que la question de Émile Christian, c'est aussi plus généralement comment est-ce qu'on peut encourager les Taïwanais à oser entrer dans une galerie d'art contemporain. C'est vrai que c'est assez intimidant quand elles sont vides. On se dit, oula, je vais être la seule personne à rentrer, j'ai pas les moyens d'acheter, donc c'est pas facile. Mais pour comparer à l'association qui s'est créée en Espagne, en fait, à Taïwan, il existe aussi une association taïwanaise des galeries d'art, TAGA, qui organise en collaboration avec le ministère de la Culture chaque année une foire internationale d'art contemporain, Art Taipei. Je pense que tu en as déjà entendu parler. C'est assez important quand même et ça se passe au World Trade Center. Évidemment pas celui de New York qui n'existe plus, mais à côté de la Tour 101. Il y a un grand bâtiment, une espèce de parc expo énorme où est organisé notamment le Salon du Livre. Donc c'est là qu'a lieu tous les ans Art Taipei en automne. J'y étais il y a 2 ou 3 ans pour voir un ami qui exposait et je pense que je peux dire que c'est vraiment pas donné à toutes les bourses, honnêtement. Ça reste extrêmement cher parce que c'est quand même un peu la crème de la crème des galeries qui participent. Il y a aussi des galeries internationales qui font le déplacement et tout. Mais ça attire quand même des gens qui n'achètent pas forcément parce que y a beaucoup de visibilité de cet événement. Ils viennent un peu comme s'ils visitaient un musée et le prix d'entrée n'est pas très cher, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'acheter une œuvre, on peut juste venir pour visiter. Et au même moment, pour faire entre guillemets descendre l'art dans la rue, il y a un autre événement qui est organisé, c'est Taipei Art Week. Donc pendant quelques jours, c'est toujours l'association taïwanaise des galeries qui organise. La capitale accueille à différents endroits des œuvres artistiques en collaboration avec des galeries et des musées pour que le grand public puisse vraiment être au contact de l'art contemporain. Donc pour revenir à cette association des galeries d'art taïwanais, elle a été créée dès 1992, donc ça fait déjà longtemps, et elle regroupe environ 150 galeries. Elle a organisé depuis plus de 30 ans plus de 1000 événements, donc c'est pas rien, notamment donc, Art Taipei, Taipei Art Week, mais aussi des conférences ou d'autres expositions. Et plus récemment, Art Tainan, Art Taichung, etc. Donc ça a essaimé dans d'autres villes. Mais il faut noter que quand même, sur à peu près 150 galeries, environ 85 sont à Taipei. Donc vraiment, Taipei rassemble le plus de galeries. Je précise aussi qu'au World Trade Center, à côté de la Tour 101, donc, il y a également un autre événement qui est un peu moins connu, qui s'appelle Art Expo Taïwan. Et j'y étais il y a quelques mois. Et là, c'est un peu différent parce que ce sont les artistes eux-mêmes qui louent un stand. Et donc, pour exposer et vendre leurs œuvres.
Donc c'est moins cher qu'à la foire Art Taipei parce que déjà il n'y a pas les commissions sur les galeries. C'est peut-être des artistes un peu moins connus aussi. Donc je suis allée voir un autre ami qui exposait décidément. Et donc j'ai craqué pour une de ses œuvres et il m'a dit que la plupart des Taïwanais ne mettaient pas facilement comme ça de l'argent dans une sculpture, à moins qu'ils soient vraiment passionnés d'art ou collectionneurs. Donc c'était une sculpture, pas une Voilà. peinture. Okay. Une petite quand même. Et c'est vrai que je pense que ça peut prendre du temps de changer les mentalités à Taïwan, même pour le patrimoine culturel. On voit que les Taïwanais, ils vont pas forcément dire il faut conserver cette maison parce qu'elle a une valeur culturelle. Souvent, beaucoup de Taïwanais considèrent que la valeur, c'est quelque chose... c'est de l'argent tout court, quoi. Donc, c'est pas forcément facile. Et donc, cet ami, il avait développé des goodies, entre guillemets. Par exemple, avec ses peintures, il avait fait des dessous de verre décorés avec les dessins de ses peintures, où il vendait aussi des livres sur ses œuvres. Donc tout ça, c'était vraiment moins cher. Et finalement, c'est ça que les gens achetaient le plus. Mais s'il y a quelques acheteurs qui achètent une ou deux sculptures ou une ou deux peintures, ça peut être super aussi. Alors, je voulais donner 3 exemples de galeries ou musées que je trouve assez connus à Taipei et à Nouveau Taipei, mais qui ne vendent pas forcément d'œuvres. Alors, d'abord, il y a The Cube, donc, qui vit le plus souvent grâce aux subventions et propose des expositions de qualité ou d'artistes émergents. Il y a Jute Art Museum, je pense que vous en avez peut-être entendu parler dans La Ville en pratique de Clément Tricot, un musée qui a été créé en 2016 par le promoteur immobilier Zhong Tai et sa fondation. Donc, ils ne vivent pas grâce aux subventions, mais grâce aux revenus immobiliers réinvestis dans cette fondation. Et à noter qu'à Taïwan, si une fondation répond à certains critères, notamment intérêt public, rôle éducatif ou culturel, elles peuvent être exonérées de certaines taxes. Et c'est un musée d'art contemporain qui croise l'art et l'architecture. Du coup, ils peuvent aussi attirer des personnes qui sont plutôt intéressées par l'architecture. Et c'est pour ça que Clément Tricot en parle de temps en temps dans son émission. Ensuite, le Juming Museum. Je ne sais pas si tu étais... Voilà, j'étais sûre. Non, je ne suis pas allée, mais toi... je connais. Mais quand en fait, même. Toi aussi, tout le monde te dit « Ah, tu étais jamais au Juming Museum !» J'ai l'impression que tout le monde y allait, sauf moi, mais... Mais c'est vrai que voilà, donc j'ai une deuxième personne qui n'y est pas allée. C'est sur ma liste depuis longtemps, mais c'est quand même très excentré, donc c'est pas super pratique pour y aller. C'est vrai, et d'ailleurs, souvent les gens y vont pour le paysage. C'est en pleine montagne, dans la montagne de Jingshan, dans le Nouveau Taipei. Donc ça a été créé par Zhu Ming, un célèbre sculpteur taïwanais qui est décédé en 2023. Et donc, c'est un parc immense de 11 hectares avec ses statues en acier et en bronze. Donc, on peut à la fois voir la nature qui est magnifique et puis voir ses œuvres d'art. Voilà, donc c'est un endroit, je pense, qui attire beaucoup les Taïwanais en ce qui concerne l'art contemporain. Alors là, je vous ai parlé que de Taipei, mais bien sûr, j'ai l'impression que chaque ville veut son musée d'art contemporain à Taïwan. Donc déjà, je commence par Taipei. Il y a le TFAM, le Taipei Fine Art Museum, créé dès 1983. Et ensuite, il y a eu le MoCA, Musée d'art contemporain, établi en 2011. À Taichung, une autre grande ville, donc plutôt dans le centre, il y a le musée des Beaux-Arts, qui est vraiment énorme et qui a été créé en 1988. Et bientôt, au mois de décembre, là, je viens d'apprendre qu'il y aura le Taichung Green Museum Brary, bibliothèque en même temps qu'un musée, mais apparemment, ce sera un musée d'art contemporain qui va ouvrir aussi à Taichung. Chouette. À Kaohsiung, il y a un musée des Beaux-Arts qui expose aussi de l'art contemporain établi en 1994. Et Tainan a ouvert assez récemment un super musée d'art contemporain en 2 parties. Donc il y a une partie qui est dans un ancien bâtiment rénové, c'est vraiment magnifique. Et une autre partie dans un bâtiment plus neuf. Au même endroit ou non? Un peu plus loin, 10 minutes à pied. Ok. Et je connais aussi une petite galerie créée par des jeunes qui s'appelle Tainan Photo Aura. Et eux, ils vivent plutôt de subventions. Alors, à Nouveau Taipei vient d'ouvrir un nouveau musée d'art à Inge, plus précisément. Et Clément Tricot vous en a parlé dans La Ville en pratique cette semaine, puisque ce musée a gagné un prix d'architecture.
Et donc, il est à côté d'un grand parc et la mairie de Nouveau-Taipei organise souvent dans ce parc des marchés en plein air ou des concerts, ce qui permet d'attirer la population là-bas et ensuite de les inciter à aller au musée. De les entraîner dans le musée et ensuite de fermer la porte. Je suis pas sûre. Ensuite, même dans les villes plus petites comme Ilan, il y a un musée d'art contemporain qui a été créé en 2014, mais bon, Ilan est plutôt connu pour son musée des arts traditionnels. Alors, à Hualien, moi je dirais c'est mon coup de cœur. Je ne sais pas si tu étais. Je suis tombée vraiment par hasard un jour sur la route qui longe la côte. Il y a un centre d'art contemporain. Mais trop beau, quoi. Est-ce que c'est le pôle quelque chose Non, pas c'est celui-là. pas celui-là. Je vais en parler tout à l'heure. C'est juste simplement le musée d'art de Hualien qui est avec une vue sur l'océan. Il y a un super parc et là aussi, la municipalité organise des événements dans le parc pour attirer les personnes dans ce musée. Et à Taedong, il y a justement le centre d'art Paul Chiang, dans un petit village avec là aussi vue sur l'océan, c'est vraiment très beau. Et donc c'est l'artiste Paul Chiang qui est encore vivant, qui pour ses vieux jours a décidé de déménager à Taedong et de construire ce lieu pour exposer ses œuvres. Donc je pense pas qu'elles soient pas chères, ces œuvres, je pense qu'elles soient très très chères, mais comme c'est un centre d'art, ça attire vraiment les gens qui passent par là aussi pour les vacances. Quand il y a un musée à ton nom, en principe c'est... Oui. Ça doit avoir un certain prix, je pense. Tout à fait. Alors, comment les institutions ou associations encouragent-elles la population à franchir la porte d'une galerie, visiter une expo ou même acheter une œuvre sans crainte ? Je dirais que vraiment visiter une expo et acheter une œuvre, c'est deux choses différentes à Taïwan, parce que le gouvernement et les municipalités soutiennent beaucoup les musées, les foires aussi, organisées par les galeries. Et puis, d'ailleurs, une autre manière de soutenir, c'est donner des subventions. Par exemple, il y a le Open Contemporary Art Center à Taïwan qui reçoit des subventions. Mais le fait d'acheter dans des galeries, ça, l'État taïwanais ne s'en occupe pas forcément. Est-ce qu'il y a une politique publique ou un soutien particulier aux artistes émergents ? Alors, j'ai quand même remarqué qu'à Taïwan, mais c'est aussi le cas ailleurs, c'est souvent les artistes qui ont déjà une certaine notoriété qui sont soutenus. Parce qu'il faut d'abord avoir percé, être un peu reconnu quand même pour être soutenu. Souvent, les artistes doivent faire d'autres choses à côté pour pouvoir survivre, mais quand même, on peut dire qu'à Taïwan, ils peuvent demander des subventions pour des projets particuliers, donc ça dépend ce qu'ils veulent faire, soit être vraiment indépendants, soit de temps en temps proposer des projets pour obtenir des bourses. Sinon, quelques exemples concrets qui rapproche l'art contemporain de la vie quotidienne. J'en ai déjà un peu parlé, mais je voulais aussi parler du Silab. Encore une fois, vous en avez sûrement entendu parler dans la ville en pratique, une ancienne base militaire en plein Taipei, et le gouvernement l'a transformée en Contemporary Culture Lab, avec des expos et des activités dans les différents bâtiments. Alors j'y suis allée plusieurs fois et j'ai l'impression que, à part le week-end, en semaine, il n'y a pas grand monde qui y va parce que l'art contemporain, c'est pas forcément quelque chose qui attire beaucoup les gens, mais c'est vrai que le week-end, les gens, ils vont beaucoup pour se promener. Du coup, ils rentrent voir les expositions. Voilà. Et là, en revanche, il n'y a pas d'œuvre à acheter puisque c'est vraiment le ministère de la Culture qui s'en occupe. Voilà, j'ai peut-être un peu dévié par rapport aux questions initiales, mais je pense que j'ai essayé d'être assez complète. J'espère que ça satisfera Émile Christian et je le remercie pour sa question. Voilà, merci à lui. Et on va enfin finir avec une question de Jacques Augustin qui nous avait envoyé un rapport d'écoute et avait réagi à une émission de Meg sur les herbes marines et les milieux coralliens, et qui voulait savoir s'il y avait beaucoup de massifs coralliens à Taïwan et s'ils étaient protégés malgré le réchauffement climatique. Alors, la réponse est oui, il y a beaucoup de massifs coralliens à Taïwan, il y a une grande diversité de coraux, également avec des espèces qui sont rarement observées dans d'autres régions subtropicales du monde. Et sur les 700 espèces de coraux pierreux répertoriées, Taïwan en compte 250. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a des communautés de récifs coralliens à Kunting, sur l'île Verte, sur l'île des Orchidées. Et bien que ces communautés représentent une fraction minime des récifs coralliens mondiaux en termes d'échelle, elles contribuent à 1/3 de la diversité mondiale des espèces. Donc il y a vraiment une richesse en biodiversité marine. Et si ces récifs sont si importants et même indispensables à l'ensemble de l'écosystème marin,
c'est qu'ils abritent de nombreuses créatures marines qui se reproduisent, qui se nourrissent et qui se cachent de leurs prédateurs grâce à ces récifs. Et à Taïwan, comme ailleurs, bien sûr, ces coraux sont très fragiles. Donc, par rapport au réchauffement climatique, le pays fait face à un blanchiment généralisé de ces coraux. Et l'alerte sur le blanchiment avait été élevée l'année dernière au niveau 2 par le système d'observation des récifs coralliens de l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère, ce qui indique une mortalité corallienne à grande échelle. Donc, les coraux sont très sensibles aux modifications du milieu, par exemple la température de l'eau ou le pH. L'acidification des océans affaiblit les coraux en réduisant leur capacité à absorber le carbonate de calcium qui est nécessaire à leur squelette. Et même si les coraux peuvent récupérer, si l'environnement s'améliore rapidement, un blanchiment trop prolongé entraîne leur affaiblissement progressif et finalement leur mort. Et au niveau des causes humaines directes, on va dire, il y a les polluants terrestres et marins qui proviennent des activités humaines, et notamment les pesticides agricoles qui se déversent dans les rivières, dans les cours d'eau et puis finalement dans la mer. Il y a les eaux usées industrielles et ménagères et même les crèmes solaires qui contiennent des substances chimiques nocives comme le benzophénone par exemple, qui s'écoule dans l'océan et donc qui peuvent perturber les coraux. Et une autre menace sur les coraux taïwanais, ce sont les étoiles de mer. En effet, en mai dernier, on avait parlé de l'invasion des récifs coralliens par les étoiles de mer qui pourraient décimer d'ici 2 ans les récifs des îles Dongsha. Ils sont des îles administrées par Taïwan en mer de Chine méridionale. Donc, l'association taïwanaise des récifs coralliens avait déjà alerté en juillet 2024 sur l'invasion des récifs d'une zone de 4 km de long par l'acanthaster pourpre, une étoile de mer qui est aussi appelée couronne d'épines et qui possède jusqu'à 21 bras et des centaines d'épines munies de toxines et qui se nourrit des coraux. Et donc cette association a appelé le gouvernement taïwanais à adopter une stratégie de gestion des coraux plus proactive, sous peine de voir la totalité des coraux sains restants dévorés d'ici 2 ans. Donc l'association attire notamment l'attention sur les dégâts déjà occasionnés par ces étoiles de mer dans la grande barrière de corail en Australie. Et le président de l'association, Choi Ming-sio, a indiqué que le nombre d'acanthasters pourpres dans les eaux des îles Dongsha avait augmenté de manière considérable. Donc, au cours du 2e semestre de 2024, les services du parc national des îles Dongsha avaient organisé une dizaine de missions pour enlever ces étoiles de mer et avaient retiré des récifs plus de 13 000, presque 14 000 étoiles de mer grâce à des plongeurs bénévoles. Et selon l'association, ce sont 33 748 étoiles de mer qui ont été enlevées rien qu'en mars et en avril 2025. Wow. Donc ça a vraiment dépassé largement le nombre prévu initialement. Et au début de l'année, cette espèce envahissante s'était déjà propagée sur une surface d'environ 1,6 km et elle continue de s'étendre. Donc Choi Ming-sio a précisé que les individus d'âge adulte, d'une taille de 40 cm, pouvaient pondre jusqu'à 300 millions d'œufs par an. Donc c'est un nombre considérable, mais bon, il y a un taux de survie d'1% seulement. C'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est assez inquiétant pour les coraux de Taïwan. Voilà, donc merci à Jacques-Augustin pour sa question et pour son rapport d'écoute. Oui. Et voilà, on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain courrier des auditeurs. Donc on attend bien sûr vos nouveaux rapports d'écoute et puis toutes les questions, aussi diversifiées qu'elles soient. Et on vous dit à la semaine prochaine.